Bon, les gars, vous le savez bien, les écrivains français puent le style. Entre lui, qui tape des discours pour abolir la misère à 1 contre 300 dans l'hémicycle, lui qui engloutit à chaque petit déjeuner l'équivalent de 3 PIB du Sénégal, Bien khalas, j'ai bien mangé. ou encore lui qui passe 20 piges à peaufiner ses romans pour être sûr d'asmater le game littéraire avec autant de panache que la météorite qui a claqué les dinosaures au sol, la concurrence est rude. Et pourtant, aujourd'hui, je vous propose de causer d'un gars qui, question style, prend tous ces petits malins les doigts dans le nez. Antoine de Saint-Exupéry. Et là, je vous vois déjà froncer les yeux devant vos écrans. Quoi? Comment ça? Saint-Exupéry, plus stylé que Balzac? Et quoi encore? On s'en va, le Petit Prince, et patati et patata. De 1. Et de 2, Le Petit Prince est certes le livre le plus connu de notre pélo, mais il n'est pas vraiment représentatif de Saint-Ex et de son lourd vécu de baroudeur solide. Parce que notre Gus, c'était vraiment pas le genre de poète dandy à moitié efféminé qui aurait porté des jeans slim sur ses jambes de cigarettes si la Providence l'avait parachuté à notre époque. Ah non, pas du tout. Là, on jacte d'un lourd aventurier, distributeur de calottes en chef, qui a mené sa carrière de pilote de la même manière que sa carrière d'écrivain, 3000 mètres au-dessus des rageux. Alors qui était vraiment Antoine de Saint-Exupéry? Pourquoi ces bouquins vous feront l'effet d'une grosse cure de testo à une époque où Marlène Schiappa parle de Marianne transgenre? Et comment apprécier à sa juste valeur le lifestyle hautement street cred de notre ami quand ton quotidien se résume à un triste trottinette boulgour Prozac de French Dreamer urbain? Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais tout d'abord, vous connaissez la musique, on lâche un pouce en l'air, on commente pour faire décoller l'algorithme, on s'abonne si c'est pas déjà fait, et puis Instagram quoi. Je vous le rappelle, là-bas, avec nos grosses publications d'éther, on vous fait patienter entre 2 épisodes. C'est quand même cool. Et puis une fois que c'est fait, on peut y aller. Sanglez les selles, sortez les sabres, il est temps de charger dans le tas. Bon alors, Antoine de Saint-Exupéry, il est né en 1900, du côté de Lyon, dans une famille de nobliaux. Donc là, on se dit, ok, le early game est pas dégueu, on va vite arriver à faire un truc stylax, on va pec, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Eh bah calmez-vous parce que ça va tout de suite se gâter. Dès 1904, son daron se fait foudroyer par une hémorragie cérébrale en pleine rue. Bon ça déjà c'est pas top parce que ça laisse Saint-Exupéry en tête à tête avec ses sœurs et sa mère à une époque où être une femme est plus handicapant socialement qu'un syndrome Gilles de la Tourette dans un gala mondain. Mais heureusement, Saint-Ex a un frère, François, qui meurt dès 1917 à cause de sa santé de merde. Bon alors là c'est la Hesse. La Hesse, vous connaissez la Hesse? Heureusement Saint-Ex va pouvoir se concentrer sur ses études et... Ah bah on me fait signe qu'il est plutôt nul à l'école, qu'il passe sa vie à rêver et qu'en plus l'enseignement des jésuites lui sort par les trous de nez. Bon, prenons le problème à l'envers. Qu'est-ce qu'il aime le petit? Et ben en fait, son kiff secret, dès l'enfance, c'est de partir explorer le monde et de voler à bord des premiers avions, qui à cette époque ressemblent à ça. Ouais, clairement, faut avoir la foi pour monter là-dedans. Et vous allez voir, quand il s'agit de jouer les casse-coups, Saint-Ex il a de la suite dans les idées. En 1912, pendant des vacances scolaires, il se retrouve dans un petit bled au nord de Lyon, et sur place, il aperçoit un terrain d'aviation. Ni une ni deux, notre aviateur en culotte courte attrape le premier pilote qu'il croise, et le convainc de l'emmener avec lui pour un tour. Saint-Exupéry, 12 ans, vient de faire son baptême de l'air. Et les avions, à partir de là, ça ne va plus le quitter. À peine redescendu des cieux, il n'a plus qu'une idée en tête, y retourner. Ça lui plaît tellement qu'à l'âge où tous les mecs grattent des petits poèmes pour tenter de séduire la fille de leur cœur, Saint-Ex, lui, il fait des poèmes sur les avions. Ouais, sur les avions. On est à 2 doigts de la mécanophilie, là. La mécanophilie, c'est quand t'aimes baiser les voitures. Donc notre Gus est en mode vite, je veux y retourner, mais comment faire? Et ben en toute logique, en postulant à l'école navale qui forme les premiers pilotes. Et là, c'est le drame. En 1918, 1919 et 1920, Saint-Ex échoue 3 fois de suite au concours d'entrée. Ça fait beaucoup là, non? Aïe. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah, à ce stade, il ne sait pas trop. Il a bien une fiancée qui s'appelle Louise de Villemorin et une bande d'amis dans laquelle se trouve Jean Hugo, le descendant direct de Victor. Mais à part ses amis sérieux, Comme d'habitude, Saint-Ex ne peut pas compter sur grand monde dans la vie. Bon, heureusement, les choses vont graduellement s'arranger. Déjà, comme tout ça se passe à une époque où l'armée française est encore capable de mener des guerres sans tomber en rade de cartouches après 3 jours d'hostilité, Saint-Ex doit faire son service militaire à compter de 1921. Et où est-ce qu'il se retrouve? Bah à Strasbourg, au 12e régiment d'aviation, en tant que mécanicien. Et vous vous en doutez, bah ça lui plaît pas mal. Du coup, il en profite et il prend en parallèle de son service militaire et à ses frais des cours de pilotage civil. Ah oui, il est déter. Bon, alors avant d'aller plus loin, faut que je vous explique un truc. Aujourd'hui, quand on dit pilote d'avion, les gens s'imaginent des mecs carrés, bardés de diplômes et un peu austères, qui pilotent des machines dernier cri, bourrées de mécanique ultra subtile, etc. Mais alors à l'époque de Saint-Ex, c'est pas du tout le même délire. L'aviation, en 1920, c'est un espèce de truc d'énorme mongolien, la foire aux compétitions de morts stupides et aux accidents dignes d'un vestiaire de rugby de 3ème division. En gros, pour décrocher son brevet de pilote à cette époque, les seules conditions à remplir sont arriver à décoller
décoller, à reposer l'avion et à ne pas mourir dans l'opération. Voilà. Donc bon, là on se dit que Syntex il a toutes ses chances. Et bah vous allez voir, on n'est quand même pas passé loin du drame. Parce que le jour de l'examen, notre Gus décolle, fait son vol et essaye d'atterrir, mais il se positionne trop haut par rapport à la piste, ce qui l'oblige à une remise de gaz express pour redécoller et menace de faire exploser son moteur. Donc oui, sur le coup, on vient juste de commencer et Syntex croit déjà qu'il a le moteur en feu et qu'il va mourir. Mais heureusement, il ne perd pas ses moyens, refait un tour du coin et atterrit une deuxième fois, cette fois-ci sans encombre. Et là, bah, son instructeur dit que c'est ok. Paf, le voilà pilote. Bon alors à partir de là, Syntex vit sa meilleure vie. Il part au Maroc, découvre l'Afrique du Nord, rentre en métropole, crache son premier avion au Bourget et se fait une fracture du crâne au passage. La routine quoi. Le voilà démobilisé, mais lui, malheureusement, il ne demande qu'une chose, vite, je veux y retourner. Donc là, bon, je pense que vous commencez à cerner le personnage. Syntex, c'est un vrai dingo avec 0,0% de peur de mourir. Ce mec, si tu le laisses seul 2 minutes avec une carlingue vaguement en état de décoller, tu le retrouves au-dessus de chez toi, en train de faire des loopings en chantant la Marseillaise, le crâne en sang et le sourire aux lèvres. C'est magnifique, je sais pas quoi ajouter. Du coup, en 1926, après quelques années enchaînées des petits boulots de merde, à se poser des questions sur sa vie et à avoir une rupture douloureuse avec sa fiancée, elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Saint-Exupéry se dit qu'il n'a plus rien à perdre et il signe pour ce qui est probablement l'un des pires jobs de toute la galaxie, mais qui lui semble le boulot tout désigné pour sa personne, pilote de ligne à l'aéropostale. Alors en gros, à une époque sans mail ni internet, quand toi tu décides d'écrire une petite carte à mamie Janine qui est en vacances à Madrid, bah il faut que quelqu'un se tape d'aller livrer ça le plus vite possible par avion. Donc je récapitule. Syntex, le Gus qui adore planter ses coucous et s'ouvrir le crâne pour la gloire de la voltige, il se propose maintenant de voler à bord des pires carlingues possibles, sans radio ni GPS, pour aller livrer du courrier à l'autre bout de l'Europe, et il y va. Il signe le couillon. Il y va. Moi je dis allons-y quoi. Bon alors là j'aime autant te dire qu'on rentre dans la plus indescriptible Mongolie. Presque tout le reste de sa vie, Saint-Exupéry va le passer le nez dans les nuages, aux commandes d'avions tellement pourris qu'aujourd'hui, en les regardant, tu les prends plus volontiers pour un ouvre-boîte design de chez Pylone que pour un moyen décent de défier la pesanteur. Le tout pour livrer en Espagne ou en Amérique du Sud des petites cartes postales débiles au péril de sa vie. Et quand je dis au péril de sa vie, faut bien comprendre que c'est pas pour frimer. Tenez, juste une anecdote, histoire que vous compreniez bien à qui on a affaire. En décembre 1935, notre Gus et son mécano décident de tenter de battre le record de vitesse pour un Paris-Saigon. Bon, jusque-là, c'est la Mongolie habituelle. Sauf que, en plein milieu de leur trip, tandis qu'ils survolent le désert libyen, bah ils se perdent dans une tempête de sable. Et comme Syntex n'a pas de GPS et ne voit plus où il est, il baisse son altitude, histoire de sortir du nuage et de se repérer. Vous la voyez venir, la catastrophe? Et bah oui, crash dans le désert, errance de 3 jours à moitié blessé sans eau ni nourriture pendant que personne ne sait où ils sont, sauvetage in extremis par un bédouin de passage, enfin bon, vous voyez le tableau quoi. Vous voyez un peu le travail, vous? Et le pire, c'est que tout est comme ça. Saint-Exupéry, faut vraiment le voir comme un amoureux des galipettes aéronautiques, qui ne se lasse jamais de risquer sa vie. Au fond, lui, il s'en bat les couilles de livrer du courrier. Tout ce qui compte, c'est la mission et le plaisir de planer au-dessus des rageux. Alors bien sûr, tout ça, ça fait des chouettes histoires à raconter. Et le succès littéraire ne tarde pas à pointer le bout de son museau. En 1929, notre clampin publie Courrier Sud, son premier roman. Et ce sont surtout les deux ouvrages suivants, Vol de nuit en 1931 et Terre des hommes en 1939, qui asthmatent durablement, et avec panache bien sûr, le game littéraire. C'est simple, à une époque où Céline sombre peu à peu dans la misanthropie et l'antisémitisme, Saint-Exupéry, lui, il te dépayse avec des histoires de mecs qui se crachent dans les Andes ou qui font des treks de triso sans eau ni nourriture au milieu du Sahara. Et bien sûr, comme notre Pélo est l'incarnation même du style, il n'oublie pas de vivre à fond sa vie avant de la romancer, ce qui l'amène en 1931 à se marier avec une salvadorienne richissime qui s'appelle Consuelo. Voilà, ça c'est juste pour vous poser le bonhomme. Donc normalement à ce stade, ébloui par tant de style, vous avez déjà filé en description pour vous procurer les bouquins que le Hussard a sélectionnés. Mais attendez encore 2 minutes, parce que le plus lourd reste à venir. Quand je dis le plus lourd, je fais notamment référence à l'obèse armée allemande qui déboule en France en 1940 avec la ferme intention de transformer Paris en distributeur de currywurst à la gloire du Reich. Alors bon, Syntex bien sûr, il est partant pour flinguer du schleu à 11 000 pieds d'altitude et il se retrouve capitaine dans l'armée de l'air. Mais ça va pas durer longtemps. Dès juin 1940, la calamiteuse 3ème République achève de se déshonorer en abdiquant au profit de Pétain et du pitoyable régime de Vichy. Bon, Syntex lui, c'est pas qu'il déteste les villes thermales et les maréchaux à moustache, mais il préfère se carapater à Londres et lutter contre les schleux parce que Paris, quand même, ça vaut mieux qu'un vulgaire distributeur de currywurst. Il se retrouve donc du côté de la France libre, mais sans jamais éprouver beaucoup de sympathie pour De Gaulle, et en cherchant surtout 2 choses. Petit 1, réconcilier les Français ensemble pour aller botter le derge de la team Hans Kartoffel. Petit 2, convaincre les Américains d'entrer en guerre pour asthmater le petit moustachu qui fait sauter la monétisation. Pour cela, il gratte pilote de guerre en 1942, qui lui assure un super succès outre-Atlantique. Puis, comme son traducteur américain le fait héberger dans une super villa en coloc avec des gens qui parlent pas français, Syntex s'emmerde grave et gratte Le Petit Prince, courant 1943. Bon, et parce que les romans c'est bien, mais que ça fait au moins 40 secondes qu'on n'a pas parlé d'avion, notre clampin pète un boulon et demande à reprendre du service dans l'aviation. Alors bon, à ce stade, il a 44 ans, il a déjà eu 12 800 fractures, a planté 423 appareils, il pèse 120 kg sec pour 1m50 et il commence sérieusement à montrer des signes de dépression. Alors comment vous dire, les Amerlocs ils sont pas super chauds.
il est obèse. Hein, c'est absolument horrible. Mais ça, Syntex, il s'en fout royalement. À force de tanner tout le monde comme un gosse qui réclame un chien à Noël, il obtient ce qu'il veut. En 1944, il est réintégré à l'armée de l'air et employé pour des missions de reconnaissance aérienne derrière les lignes allemandes afin de préparer le débarquement des Alliés et la libération. Et ça va causer sa perte. Le 31 juillet 1944, dans un état physique plus lamentable qu'un débat Macron-Le Pen, dis-toi qu'il faut même que quelqu'un l'aide à fermer la verrière de son avion parce qu'il est plus en état de le faire. Syntex décolle d'un aérodrome corse pour une mission de repérage le long du Rhône. À 8h15, il quitte sa base, personne ne le reverra jamais. Alors qu'est-il devenu? A-t-il été abattu au-dessus de sa chère France par un chleu mauvais perdant? A-t-il décidé de tout plaquer pour siroter des caipirinhas au soleil avec sa femme? A-t-il entrevu que la France d'après 1945 allait accoucher de la bidesque 5ème République et de ses présidents interchangeables? Eh bah, on sait pas exactement, mais en 2003, au large de Marseille, son avion a été retrouvé et identifié, ce qui laisse quand même peu de doute quant à sa fin abrupte. Voilà, RIP Saint-Exupéry, Petit Prince parti trop tôt. Mais heureusement, pour nous consoler, on a l'œuvre que le mec a laissée derrière lui. Voyons ça en détail. Bon alors je pense que ça saute aux yeux, mais je le redis quand même, la vie de Saint-Exupéry puait le style, mais à un niveau, c'est juste incroyable. C'est incredible. Entre le bourlingage des terres, les romans ultra stylés, la guerre contre les chleux et sa fin énigmatique, clairement, la vie de notre clampin est plus riche que toutes les séries copier-coller de Netflix réunies. Alors bien sûr, et on va en reparler, si tout le monde se souvient de lui aujourd'hui, c'est surtout grâce à son fameux bouquin, Le Petit Prince. Mais ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que Le Petit Prince c'est bien, mais pour vraiment comprendre notre Gus, faut aller un peu plus loin. En fait, l'intérêt premier du personnage, c'est qu'à une époque où les gens sont soit des estropiés traumatisés de la guerre de 14 qui bandent mou, soit des petites merdes qui se cherchent une raison d'être entre le fascisme et le communisme, soit les deux pires idéologies de l'histoire humaine, Syntex, lui, il annule le débat. Il prend son avion, il décolle, et il laisse les rageux au sol, tandis que lui, au-dessus des nuages, il communique directement avec Apollon. Et ça, Terre des Hommes, par exemple, ça le montre très bien. C'est un lourd bouquin sur son expérience de pilote d'avion, farci d'épisodes plus incroyables les uns que les autres, avec des gamelles d'énormes mongols où tu te dis à chaque page, bon ok, le mec va mourir. Et où en fait, 3 chapitres plus tard, il est toujours opérationnel. Il y en a pour tous les goûts. Carambolage dans le Sahara, errance dans les Andes, vision hallucinée aux portes de la mort, crash d'avion pour des raisons à peine croyables, genre des mécaniciens qui ont surchargé le réservoir en comptant le volume d'essence en gallons plutôt qu'en litres. Bref, que du très très lourd. Avec ce bouquin, tu replonges direct dans la grande époque des pionniers de l'aviation, où juste arriver à décoller sans exploser est déjà miraculeux, et où une journée normale d'un pilote normal ne se fait pas sans quelques avaries majeures. Alors franchement, un peu de Saint-Exupéry au milieu de cette époque où Céline crache sur la gloire militaire, où Drieux fait son pessimiste, où Proust vient de canner et où Orwell n'a pas encore gratté ses meilleurs textes, et bah ça fait du bien. Je dis pas qu'il faut que ça, mais pour contrebalancer le pessimisme des Français et le nihilisme de son époque, bah c'est pas mal d'en prendre une petite dose. Et pareil avec Vol de nuit. Ce bouquin, c'est la définition même de la Mongolie aérienne. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Rivière et qui dirige l'aéropostale en Argentine. Alors lui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est pas dans le délire team building inclusif. Tout ce qui compte à ses yeux, c'est la livraison du courrier. Pour lui, c'est sacré. Et pour réussir à imposer l'aéropostale, il force ses pilotes à faire des vols de nuit, ce qui, à une époque sans GPS et au milieu des montagnes, est à peu près aussi périlleux qu'une roulette russe avec 5 balles dans le chargeur. Et quand un de ses pilotes meurt, Rivière se remet soudain en question et ah bah non, il s'en bat les couilles. Parce que c'est ça Saint-Exupéry, l'aviation et l'aventure avant tout. Et les rageux, bah vu du ciel, ils sont si petits. Alors bien sûr, si vous avez cliqué sur la vidéo, je pense que c'est quand même un peu à cause du Petit Prince. Ce bouquin, on va le dire tout de suite, oui, c'est un chef-d'œuvre. Ne comptez surtout pas sur moi pour dire le contraire. Et ce qui rend ce texte si génial, ce sont, petit 1, les aquarelles de Saint-Exupéry, petit 2, les 12 000 niveaux de lecture du bousin. Je m'explique. La première fois que j'ai lu ce livre, je devais avoir 10 ou 11 ans. Le Petit Prince, quand on est un morveux, c'est fantastique. Il y a des aventures, des personnages attachants, des petites morales plus ou moins évidentes, et une fin assez brusque mais poétique, qui termine l'histoire de la meilleure des manières. Ok, ça c'est super et vous le savez peut-être déjà. Mais si tu relis ce bouquin à 16 ans, à 25 ans ou à 30 ans, tu constateras un truc assez dingue. Le regard que tu portes sur ce texte et la compréhension que tu en tires a complètement changé. Parce que quand t'es gamin, tu te dis « Ah, trop cool, un petit prince qui voyage de planète en planète et rencontre des gens bizarres ». Mais quand t'es adulte, tu réalises que, par exemple, le texte a beaucoup à t'apprendre sur les rapports amoureux. Bon, comme on approche de la fin de l'épisode, je vais vous le faire très vite. Dans le bouquin, le Petit Prince te parle de la rose qu'il a sur sa planète. Et comme il n'a qu'une seule rose et qu'elle est aussi belle que fragile, il la garde sous cloche et lui voue un espèce de culte. Mais quand il voyage sur d'autres planètes, ensuite, il comprend que sa rose n'est qu'une fleur parmi 100 000 fleurs identiques. Et quand tu comprends que pour Syntex, la rose était une métaphore de sa femme, bah tu réalises que là, t'es face à une bonne red pill des familles. Au fond, ce que notre clampin explique, de façon cryptique mais poétique, c'est une vérité toute simple. Quand t'es amoureux, tu idolâtres la fille de tes rêves. Mais si tu t'avises de lever le nez, tu vois que la nana en question, elle est hautement interchangeable avec d'autres nanas du secteur. Et est-ce que c'est une raison pour ne plus vouloir d'elle? Bah clairement pas. Mais si elle te fait des caprices ou te fait tourner en bourrique, au moins ça t'aide à relativiser. C'est déjà ça. Pas mal, non? Et le bouquin est plein de trucs encore plus stylax dans le même genre. Alors qu'est-ce que vous attendez? Foncez en description.
Voilà, likez, commentez, partagez, je compte sur vous pour envoyer cette vidéo en orbite. Vous le voyez, Saint-Exupéry est un type incroyable et on aurait largement pu faire 2 épisodes sur sa pomme. Alors rendez-lui hommage et prenez un de ses bouquins, vous le regretterez pas. Moi je vous dis rendez-vous sur Instagram et à la prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Allez, rompez les gars.